Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 août 2026 et notre cher ami, notre frère, John Helmer, est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci Nimes et Seigneur Minds retour. John, permettez-moi de commencer par le titre de cette vidéo sur lequel nous travaillons avant de passer à l'antenne. Le paradoxe des sondages. Vous pensez que les résultats des sondages montrent, d'une certaine manière, que la guerre va continuer. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est votre analyse? Il ne s'agit pas seulement de la guerre en Ukraine. Sur tous les fronts, il semble que la guerre va se poursuivre. Faisons comme ça. Je vous promets que si vous nous écoutez, il y a pas mal de surprises ici. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous surpris dans l'univers des podcasts, c'est que la politique ne se résume pas à épuiser les stocks militaires, à tirer des patriotes ou à percer le dôme de fer israélien. Non, non. Ce que nous devons faire ici, c'est passer rapidement en revue la manière dont se déroulent les élections présidentielles aux États-Unis, la politique présidentielle américaine et les surprises que nous pouvons désormais voir dans les sondages à l'approche du jour de l'élection. D'abord, je vais le faire pour les États-Unis. Ensuite, je le ferai pour la Russie, parce que nous venons de recevoir des sondages russes. D'accord, passons rapidement aux surprises. Première surprise, Marco Rubio est désormais au coude à coude avec J.D. Vance, avec 39% contre 38% comme candidat préféré à la présidence. C'est une hausse très nette. Ce n'est pas encore visible dans tous les sondages, mais ça apparaît dans un sondage important de l'Emerson College. Cela signifie que, de son point de vue, Rubio mène une guerre réussie contre Cuba. D'abord pour détruire le régime Castro, détruire la famille Castro et détruire Cuba telle qu'elle existe depuis la révolution de Fidel. La guerre est très bonne pour Rubio, pour ses chances de devenir président en 2028. Voilà la première surprise. Deuxième surprise, Vance tient désormais à distance Donald Jr., le candidat à la succession de Trump. Vance peut avoir Rubio face à lui, comme candidat, comme rival. Mais il doit aussi faire face à Donald Trump père et à Donald Trump fils, comme un problème de succession. En ce moment, la moyenne des sondages donne Vance favori pour la présidentielle, autour de 40%, entre 39 et 40%. Donald Trump Jr., lui, stagne entre 10 et 12%. Alors pourquoi? Eh bien, les sondages commencent à montrer que l'état de l'économie américaine compte presque autant. Et donc, l'inflation. Et donc, le problème du détroit d'Ormuz. Nous reviendrons sur tout cela dans un instant. Tout aussi importante, ou de plus en plus importante, pour les électeurs américains, et cela ne devrait pas surprendre nos téléspectateurs ici, il y a la corruption de la famille Trump et les menaces qu'elle représente pour la démocratie. La guerre que le président a menée contre les juges de la Cour suprême qu'il n'aimait pas. La guerre qu'il a menée contre le président de la Réserve fédérale qu'il n'aimait pas. La crainte, chez les électeurs américains, que Donald Trump soit devenu fasciste, qu'il soit devenu une menace pour la démocratie. C'est en train de devenir une question presque aussi importante pour les électeurs. Et cela vaut autant pour les républicains que pour les démocrates. Oui, les démocrates, dans certaines régions du pays, l'expriment plus clairement dans la rue. Mais cette question prend de l'ampleur et cela favorise la succession de Vance. Pourquoi? Vance se trouve désormais dans une position où, comme Rubio, il estime que la guerre doit être bonne pour son électorat. Vance doit conserver l'électorat MAGA auquel Trump s'adresse dans chacun de ses tweets, n'est-ce pas? C'est là que Vance doit maintenir son soutien. Et tous autant qu'ils sont, le président, Vance et Rubio, doivent essayer de préserver autant que possible le vote républicain en novembre.
Mais Vance n'a besoin et ne veut ni d'une quelconque défaite, ni d'un arrêt prolongé du pétrole, que ce soit dans le détroit d'Ormuz ou à l'entrée de la mer Rouge, à Bab el-Mandeb. Ce que Vance veut, c'est une guerre en accordéon contre l'Iran. Pas une perte, pas une défaite et pas un retrait. Une stratégie d'arrêt et de reprise qui maintiendrait l'inflation à un niveau plus bas ne menacerait pas le niveau de perte dont nous avons parlé auparavant sur les bases américaines. Mais elle consisterait à arrêter puis reprendre, à économiser les munitions, en somme, sans pour autant abandonner la guerre. La guerre est bonne pour Rubio, la guerre est bonne pour Vance. Or, les démocrates, et c'est aussi intéressant, sont désormais arrivés dans les sondages américains sur un vote de préférence entre un candidat démocrate et un candidat républicain, le 3 novembre, à 50% en faveur du candidat démocrate, contre seulement 40% pour le républicain. C'est un sondage général, mais l'écart entre les deux partis n'a jamais été aussi grand depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Deuxièmement, les électeurs indépendants, les personnes qui se définissent comme indépendantes parmi notre public dans l'électorat américain. Les indépendants basculent désormais contre Trump, contre MAGA et davantage vers les démocrates. Il y a de moins en moins d'indécis. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une énorme défaite des républicains au Congrès. Non, cela ne se traduit pas nécessairement par un contrôle massif des démocrates au Sénat ou à la Chambre des représentants. Mais ce que cela montre, c'est que ce basculement n'est pas dû à la guerre. Il n'y a presque jamais. Quand je regarde mes sondages, et excusez-moi de détourner les yeux de la caméra, mais quand les sondeurs demandent « Quelle est, selon vous, la question la plus importante à laquelle les États-Unis sont confrontés? La guerre en Europe, la guerre contre la Russie, la guerre sur le champ de bataille ukrainien ne sont même pas mentionnés. La guerre contre l'Iran, la guerre contre les Arabes de Palestine et de Gaza ne sont même pas mentionnés. Oui, l'économie, l'emploi, l'inflation, les impôts, l'éducation, la santé, toutes ces choses sont importantes pour les électeurs américains. Ce n'est une nouvelle pour personne parmi ceux qui nous regardent, mais la guerre ne s'impose pas comme un enjeu électoral dans cette élection. Maintenant, l'autre point que je dois souligner à partir de ces nouveaux résultats de sondages surprenants, c'est que les démocrates sont tout aussi déterminés à tuer l'Iran, à tuer Gaza, à tuer la Russie, à tuer la Chine et à tuer Cuba. Les démocrates ne représentent pas une opposition anti-guerre. Nous sommes l'opposition anti-guerre. C'est le public du podcast, votre public, Nima, les gens qui nous regardent. Nous sommes l'opposition anti-guerre, mais nous ne sommes pas un parti et nous sommes minuscules. Admettons-le. Nous sommes une toute petite voix dans un univers de podcasts bien plus vaste. Voilà donc les surprises du côté américain, et elles nous sont favorables. C'est exactement le genre de guerre que Trump essaye de dépeindre de manière grossière dans les tweets que Stephen Miller, l'ambitieux chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, rédige et contrôle. Des menaces intermittentes de frapper l'Iran, des menaces de fournir de nouvelles défenses antimissiles à l'Ukraine, puis l'arrêt, le retrait de ces menaces, la proposition de négociation. On arrête, on repart. La position de Trump, c'est une manière grossière de parler d'une stratégie qui est désormais la voie privilégiée vers la Maison-Blanche en 2028 pour Rubio et Vance. Maintenant, si vous acceptez cette structure, et on peut en débattre, tous les téléspectateurs aux États-Unis auront des points de vue différents selon l'endroit où vous vous trouvez. Mais le point que je veux essayer de faire valoir, c'est que certains de ces éléments sont surprenants si l'on part du principe que vous êtes en guerre contre les États-Unis. Il faut alors se demander sur notre champ de bataille, le champ de bataille en Europe, le champ de bataille des Russes en Ukraine,
le champ de bataille des Iraniens à l'intérieur de l'Iran et aux frontières de l'Iran. Si l'on regarde ces surprises politiques américaines, il faut se poser la question, comment menons-nous notre guerre de manière à dissuader et à pénaliser les Américains de nous faire cela, de poursuivre la guerre? Je reviendrai rapidement sur les sondages russes, parce que je pense qu'on peut soutenir que les politiques du président Poutine ne s'attaquent pas aux vulnérabilités des États-Unis d'une manière qui rendrait plus douloureuse pour les Russes l'escalade américaine via l'Ukraine, sur le champ de bataille ukrainien et désormais sur le champ de bataille russe. Ce qui ne se passe pas, c'est que la stratégie de guerre de Poutine n'attaque pas les motivations des États-Unis à poursuivre la guerre et à l'intensifier. Laissez-moi rapidement, et puis interrompez-moi à tout moment si vous voulez poser des questions. Nima. Laissez-moi revenir rapidement sur le dernier sondage réalisé par le Centre Levada à Moscou dans les derniers jours de juillet et publié, nous sommes quel jour aujourd'hui? Il y a 3 jours. D'accord. Ce que nous constatons ici, je baisse les yeux vers mes notes, c'est qu'il y a un niveau relativement élevé d'attention. Environ la moitié des Russes suivent désormais d'assez près ce qui se passe dans la guerre. Mais cela n'a pas changé au cours des 4 derniers mois. Ce que nous constatons, ce que montrent les sondages, c'est qu'une large majorité, plus des 2 tiers des Russes, soutient les forces armées russes alors qu'elles avancent vers l'ouest le long du front contre les forces ukrainiennes. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de perte de confiance dans les forces armées russes. En revanche, la confiance baisse, même si elle reste élevée, dans l'action du président, dans celle de la Douma d'État ou des députés, ainsi que dans celle des gouverneurs régionaux. En plus des 2 tiers de soutien aux forces armées russes, tout le monde est conscient des attaques de drones ukrainiens, notamment contre les entrepôts de Wildberries, contre la raffinerie et de leurs effets sur l'approvisionnement en essence, et ainsi de suite. Bon. Il y a maintenant une forte division entre les attitudes des hommes russes et celles des femmes russes. Davantage d'hommes veulent intensifier l'escalade contre l'Ukraine que de femmes. Les femmes souhaitent davantage que les hommes que l'on accorde de l'attention aux négociations de paix. C'est un élément très important. Les Russes plus âgés sont davantage favorables à une escalade contre l'Ukraine, en réaction au niveau actuellement élevé des raids de drones contre la Russie et à leurs conséquences. Rappelons-le, ils tuent des gens. Plus d'une douzaine de personnes ont été tuées au cours des dernières 48 heures lors de l'attaque contre Nijnekamsk, au Tatarstan, à l'est de Moscou. Les Russes les plus aisés et les habitants de Moscou, je regarde les sondages, sont également favorables à une escalade. Les Russes plus pauvres, ceux qui vivent dans les régions, ce sont ces régions qui fournissent les jeunes hommes qui combattent et qui subissent des pertes au front. Les Russes les plus pauvres. Les Russes des zones rurales, les Russes des régions sont moins favorables à l'escalade. Et la raison, c'est qu'ils comprennent très bien que ce sont leur vie, leur sang et leurs blessures qui sont en jeu. Les moscovites, les Russes plus aisés et plus instruits, sont favorables à l'escalade. Alors, que voyons-nous dans la manière dont la partie russe mène cette guerre? Vous avez tous les experts militaires dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin que je résume. Mais, pour une raison quelconque, les experts militaires aux États-Unis ne savent pratiquement rien de la manière dont fonctionnent les Maisons Blanches. Et ils ne savent pratiquement rien de la manière dont fonctionne le Kremlin russe et le Conseil de sécurité. Il y a une sorte de surabondance d'experts militaires dans les podcasts et une absence totale d'experts politiques qui comprennent, du point de vue des responsables politiques, comment mener une guerre lorsque les sondages montrent ce qui est vulnérable chez l'autre camp et quel coût nous payons, d'un côté ou de l'autre.
we on one side or the other are paying. So the surprise on the Russian side. La surprise, côté russe, en interne, c'est que les attaques de drones ukrainiens visent la partie de la population russe la plus favorable à l'escalade. On pourrait le dire ainsi. L'escalade ukrainienne, guidée par les États-Unis, planifiée par les États-Unis et les Britanniques, soutenue par l'OTAN. N'entrons pas davantage dans le débat sur le degré d'implication de l'administration Trump dans cette escalade. C'est un effort conjoint. Le fait est que cela cible très précisément le soutien de la classe moyenne, le soutien moscovite, le soutien des Russes les plus instruits. Eux veulent voir davantage d'escalade. Les femmes russes, les Russes les plus pauvres, eux ne le veulent pas. Le président Poutine essaie de diviser et de ménager les deux lignes. Il essaie de dire des choses contradictoires. Il essaie de conserver à la fois les voix des femmes et celles des hommes, alors même qu'il y a une perte de confiance. Pas envers l'armée russe, pas envers la stratégie et les opérations des forces armées russes, mais une perte de confiance dans l'orientation politique. C'est le premier point. Le deuxième concerne les sondages russes et ce que nous pouvons en apprendre. Comme si nous étions des responsables politiques devant aller à des élections, les élections russes, du 18 au 20 septembre. Nous allons aux urnes plus vite que les électeurs américains. Donc, quand on considère les guerres en termes de politique intérieure et quand on voit les coûts de la guerre comme des pertes politiques potentielles, on perçoit la stratégie actuelle de Poutine d'une toute autre manière. Nous pourrons y revenir. Vous me poserez d'autres questions, mais laissez-moi souligner rapidement 2 ou 3 choses très surprenantes dont notre audience de podcast n'est pas correctement informée. Paul Craig Roberts, vous en avez parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Le pacte de la Mecque, c'est le pacte entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Avant d'en venir au pacte de la Mecque, j'aimerais parler du pacte Jalani avec le gouvernement russe. L'actuel président de la Syrie est Al-Shara Jalani. Ce sont ses 2 noms. C'est l'actuel président. Nous savons tous comment il y est parvenu. Nous savons qu'il a vaincu et chassé la famille Assad, qui a dû fuir en Russie. Ce que Jalani vient de faire avec le gouvernement russe, c'est conclure un nouvel accord, en négociation depuis des mois. Selon cet accord, le régime de Jalani prendra le contrôle de la base aérienne de Khmeimim, qui est la base aérienne russe en Syrie depuis 2015, ainsi que de la base navale de Tartus, qui est la principale base de la Russie en Méditerranée. Le contrôle syrien va désormais fermer le périmètre de ces bases à toute tentative de Syriens, d'Alaouites, de chrétiens et d'autres personnes persécutées et victimes de pogroms à l'intérieur de la Syrie d'y trouver refuge. La Russie ne les défendra plus et n'offrira plus ces bases comme refuge. À la place, l'armée syrienne, c'est-à-dire l'armée de Jalani, contrôlera les bases. Et dans le cadre d'un accord avec la partie russe, elle autorisera la Russie à utiliser la base aérienne de Khmeimim pour les vols arrivant et se dirigeant vers l'Afrique, notamment la Libye, ainsi que Tartus comme port naval. Tartus, où est déployée la flotte navale russe en Méditerranée, est désormais minuscule. Mais la Russie a préservé ses bases, à condition que Jalani les transforme en installations contrôlées par la Syrie. Cela fait partie d'un plan qui a été élaboré, qui est en cours d'élaboration, discuté et négocié avec Jalani ces derniers jours par Jonathan Powell, le conseiller à la sécurité du gouvernement britannique, et par le MI6. Donc ce que nous voyons, c'est une surprise qui s'ajoute à la défaite du camp russe et du camp iranien en Iran à la fin de 2024. Ce que nous voyons, c'est une combinaison de l'influence américaine sur Jalani et de l'influence du MI6 sur Jalani
pour permettre à la Russie d'utiliser au minimum ses bases, sans contrôle sérieux et sous réserve de revirements soudains. La sécurité des Russes à l'intérieur de ces bases dépend désormais presque entièrement de Jalani et d'un bout de papier. La Russie n'a jamais été aussi faible dans sa position en Syrie qu'aujourd'hui. Très bien. Deuxièmement, quoi qu'il en soit, Zavanimus Wilbaminskoin is Portford's the podcast. In the portfolio of this podcast, Alistair Crook was an MI6 agent. Alistair Crook était agent du MI6. Il a reçu l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, une très haute distinction pour son travail au MI6. Laissons-le expliquer quel est le rôle actuel du MI6 pour persuader Jalani d'accorder à la Russie cette zone de base limitée, tout en réduisant la capacité russe à dissuader Jalani de rassembler des forces contre le nord du Liban, afin d'attaquer les stocks d'armes du Hezbollah et les positions du Hezbollah dans le nord du Liban. Tout cela indique une grave perte d'influence russe en Syrie et dans l'arène où se joue l'avenir de la Syrie, du Liban et du sud de la Turquie. Venons-en maintenant rapidement à la surprise qui exclut elle aussi presque totalement la Russie. C'est le pacte de la Mecque, signé à la Mecque il y a quelques jours par l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Ce n'est pas seulement une imitation de l'article 5 de l'OTAN. Ce n'est pas seulement une alliance d'États qui conviennent que si l'un est attaqué, tous les autres sont menacés et s'entraideront. C'est une alliance d'États. Plus précisément, l'argent saoudien, la stratégie turque et des mercenaires pakistanais, de la chair à canon pakistanaise, ainsi que la menace des armes nucléaires pakistanaises. C'est une alliance contre les deux principaux ennemis, aujourd'hui, de l'Arabie saoudite, des États-Unis et d'Israël dans la région du Moyen-Orient. Le premier ennemi, c'est l'Iran. Le second, c'est l'Irak. L'Arabie saoudite doit, pour des raisons internes et pour des raisons historiques, s'assurer non seulement que l'Iran soit neutralisé en tant qu'ennemi, mais aussi l'Irak. Oui, Saddam Hussein a disparu. Oui, l'Irak n'est pas en mesure de menacer l'Arabie saoudite comme il le faisait lorsque Saddam était au pouvoir. Oui, les États-Unis ont facilité la destruction de l'Irak, mais ce pacte permet une combinaison de facteurs. D'abord, la guerre permanente de l'Arabie saoudite contre l'Iran et l'Irak. Ensuite, la Turquie est en train de construire, elle vient d'acheter 15%, et je remercie un collègue grec de l'avoir signalé, 15% de l'un des grands champs pétrolifères kurdes du nord de l'Irak. Elle a désormais pris une participation dans la production pétrolière du Kurdistan irakien. Si vous regardez la base économique de l'expansion de la Turquie en Irak, vous voyez que ce nouveau pacte, combiné aux ambitions pétrolières de la Turquie, à ses ambitions anti-kurdes en Irak et à ses ambitions commerciales plus larges le long de la côte méditerranéenne de la Syrie, permet à la Turquie de s'étendre principalement vers l'Irak et secondairement vers l'Iran. Et c'est pourquoi nous voyons un certain nombre de réactions hostiles et de critiques de la part de l'Iran. Selon lui, ce pacte ne produira pas le niveau de sécurité que ces pays pensaient obtenir des États-Unis. Au contraire, il renforce la sécurité que les États-Unis et Israël ont fournie. Mais je devrais peut-être m'arrêter là. Le dernier point que je dois souligner une nouvelle fois, c'est que le pacte de la Mecque montre de manière définitive que la Turquie peut agir de façon indépendante et d'une manière hostile aux intérêts russes au Moyen-Orient. Il n'y a plus aucune perspective pour le cadre proposé par Sergueï Lavrov en matière de sécurité dans le Golfe Persique. Ce pacte le remplace et l'élimine. La Russie dépend désormais de la Turquie. La Russie a échoué. Les années durant lesquelles Kirill Dmitriev a tenté de se rapprocher de l'Arabie saoudite ont échoué. La Russie est désormais confrontée au fait que ce pacte, cette combinaison entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, vise deux alliés stratégiques majeurs de la Russie,
l'Iran et l'Inde. Donc, un pacte se met en place, soutenu par le Qatar, impliquant peut-être d'autres États arabes, comme l'Égypte, avec de l'argent saoudien, le soutien des États-Unis et le soutien d'Israël. Et cela a totalement annulé la stratégie russe au Moyen-Orient, tout en menaçant désormais non seulement l'Iran, mais aussi l'Inde. Est-ce une surprise suffisamment importante pour que nous en parlions? Is that enough of a surprise for us to talk about? What a different sort of analogy. C'est un autre type d'analogie. John, vous venez de démolir. Oui, je ne sais pas par où commencer, parce que vous avancez beaucoup de choses, vous savez, en passant de la Russie à l'Ukraine puis à l'Asie occidentale. Je vais commencer par le dernier point, d'accord? Le pacte militaire, le pacte de défense entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Partons du principe que l'Arabie saoudite se trouve actuellement dans une situation fragile à cause de la guerre, à cause de ce qui se passe, et qu'elle a besoin d'un certain soutien. Elle l'obtient du Pakistan et de la Turquie. En quoi ça poserait-il problème? En quoi cela représenterait-il une menace pour l'Inde? Oh, l'Inde. India's, let's do two parts. Officially and semi-officially. Faisons ça en deux temps. Officiellement et de manière semi-officielle, la presse indienne et les podcasts qui soutiennent le gouvernement Modi disent en substance que ce pacte était bien connu du gouvernement Modi. Ajit Doval, le conseiller à la sécurité nationale de M. Modi, était en Arabie saoudite. Ils disent, premièrement, que ce n'est pas une surprise, et deuxièmement, qu'ils peuvent y faire face. C'est la réponse semi-officielle. Une réponse moins officielle, mais claire, est la suivante. Le Pakistan est capable de soutenir des attentats terroristes dans toute l'Inde, et il est effectivement motivé à le faire. Les États-Unis aussi. La politique américaine consiste à susciter, à l'intérieur de l'Inde, un mouvement anti-Modi pour détruire le gouvernement Modi. Et nous avons déjà vu une guerre menée avec succès par le camp indien après le terrorisme soutenu par le Pakistan au Cachemire. S'il y avait un nouvel incident de ce type, la réponse de l'Inde contre le Pakistan, qui avait été dévastatrice la dernière fois. Je sais qu'il y a une controverse sur la manière dont cette issue s'est produite. Nous n'en parlerons pas maintenant. J'admets qu'il existe des divergences de vues, mais mon propos est différent. S'il y a une répétition de ce schéma de guerre, un incident terroriste soutenu par le Pakistan déclenche une contre-attaque indienne. Une contre-attaque pakistanaise déclenche une escalade majeure jusqu'à frôler la guerre nucléaire. Le Pakistan ne s'adresse désormais pas seulement aux États-Unis pour obtenir du soutien. Il peut aussi faire appel à la Turquie et à l'Arabie saoudite, et il dispose de financements qu'il n'avait pas auparavant. La menace pour l'Inde ici, c'est donc une combinaison d'ennemis. Ils sont plus nombreux, et ils apportent au Pakistan une chose qu'il n'avait pas auparavant. Un niveau de financement bien supérieur au financement chinois ou américain du passé. Cela menace donc potentiellement l'Inde, sans aucune forme de compensation pour elle. Deuxièmement, l'Inde et le gouvernement Modi, en particulier le ministère des Affaires étrangères de Jaishankar, pensaient, et je crois qu'on en a déjà parlé ici, que l'Inde allait développer un corridor à travers la péninsule arabique, grâce à une alliance avec les Émirats arabes unis. Ils ont signé un pacte. Le Premier ministre Modi et les dirigeants émiratis ont signé un pacte de défense et de sécurité qui devait faciliter ce qu'on appelle l'IMEC, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, qui traverserait la péninsule arabique jusqu'en Grèce, puis entrerait en Europe. Le projet IMEC a été largement neutralisé par le fait que l'Inde a pris parti pour Modi et Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères, ont pris parti pour Israël juste avant la guerre, et que l'Inde semble s'aligner sur Israël et les États-Unis contre l'Iran. Modi essaie désormais de se rétracter et de se remettre de cette erreur stratégique. Mais ce pacte bloque l'ambition indienne autour de l'IMEC.
il transforme profondément la péninsule arabique par rapport à la vision avec laquelle Jay Shankar avait persuadé le Premier ministre Modi que l'avenir de l'Inde se jouerait à travers la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, les Émirats, Israël et la Grèce. C'est terminé. Ce pacte montre que cette vision est enterrée. Donc, de deux manières précises, ce pacte menace l'Inde. Oui, l'idée de l'Inde selon laquelle elle possède les capacités militaires pour répondre à toute menace de guerre reste vraie. Mais c'est une transformation de la structure du pouvoir régional pour l'Inde. Et c'est quelque chose pour lequel l'Inde doit alors se tourner vers la Russie afin d'obtenir une compensation. Parce que, si je suis votre logique jusqu'au bout, ce pacte serait dirigé contre la Russie, l'Iran et l'Inde. Or, je ne vois pas l'Inde dans le même camp, du même côté. Parce que l'Inde est avec Israël et les Émirats arabes unis. Vous avez évoqué ce lien entre l'Inde, les Émirats arabes unis, les États-Unis et Israël. Et moi, je vois l'Inde persister. Vous avez dit qu'ils avaient tiré les leçons de l'erreur qu'ils avaient commise, mais je ne vois pas cela se produire en Inde. Je les vois persister. Ils poursuivent le même type de politique qu'auparavant, en continuant cette mauvaise relation avec les Émirats arabes unis, Israël et les États-Unis. Donc l'Inde n'entre pas dans ce calcul. Si nous partons du principe que ce pacte est dirigé contre la Russie et l'Iran, alors il ne va pas être dirigé contre l'Inde. Eh bien, non. Je veux dire, nous ne sommes pas en désaccord. D'abord, il faut souligner que les termes du pacte n'ont pas été publiés. Ensuite, les communiqués de presse ne mettent l'accent que sur un seul élément. C'est un élément de défense collective mutuelle. Une attaque contre l'un est considérée comme une attaque contre tous. C'est ce qu'il fait ressembler à l'article 5 du traité de l'OTAN. L'article 5 du traité de l'OTAN contient une formulation explicite qui oblige les parties, désormais collectivement attaquées, à se consulter et à contribuer à leur défense. Il ne dit pas exactement ce qu'elles vont faire, n'est-ce pas? Sans connaître le libellé exact de cette disposition du pacte, nous devons simplement nous en remettre aux versions pakistanaises, saoudiennes et turques d'un dispositif d'autodéfense. Ce n'est pas, c'est défini comme de la défense. Du point de vue pakistanais, il y a un ennemi, l'Inde. Du point de vue indien, il y a un ennemi principal et pressant, le Pakistan. Ce pacte ne vise pas l'Inde. Vous avez raison. Nous ne savons pas exactement quel niveau de coopération militaire, sur le plan technologique, des livraisons d'armes, du partage de renseignements, les Turcs, les Américains et surtout l'argent saoudien apporteront au Pakistan. Dans tout nouveau projet que les Pakistanais, les Américains ou les deux pourraient avoir pour affaiblir l'Inde. Il faut simplement comprendre, et c'est tout ce que je dis, je ne pense pas contredire ce que vous dites, que ce pacte encourage et renforce le calcul pakistanais. Gardons à l'esprit chacun de ces pays. Et vous avez commencé par là. Chacun de ces pays a un problème interne particulier à résoudre. L'Arabie saoudite est toujours extrêmement sensible, sur le plan intérieur, au risque de rébellion fondée sur la religion, les tribus ou les régions, contre la famille saoud. Elle a besoin de ce qu'elle n'a pas, de grandes forces auxquelles elle puisse faire confiance pour réprimer une rébellion régionale, combattre au Yémen ou se défendre contre d'autres, disons, rébellions régionales ou conflits régionaux. Et les Pakistanais fournissent la chair à canon pour cela, et les Saoudiens vont désormais payer. Donc, la relation entre les deux est compliquée. Cela me dépasse d'en parler maintenant, et je ne suis pas compétent pour dire que je sais ce qui va se passer ou pour le prédire. Tout ce que j'essaye de dire ici, c'est que le lien entre les inquiétudes internes de l'Arabie saoudite, celles du Pakistan, et les problèmes de la Turquie, la succession du président Erdogan et la question kurde,
leurs trois problèmes internes, disons, est considérablement renforcé par ce pacte. Ce n'est pas un objectif de guerre, mais c'est un objectif très important. Et dans la mesure où leur sécurité intérieure est consolidée par ce pacte et par les transferts d'argent, d'armes, de main-d'œuvre et ainsi de suite, nous avons une Turquie de plus en plus sûre d'elle. Nous avons un Pakistan de plus en plus sûr de lui et une Arabie saoudite de plus en plus sûre d'elle. Chacun se tourne alors vers les ennemis régionaux pressants de ses alliés immédiats. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que les principaux ennemis régionaux de l'Arabie saoudite sont l'Irak et l'Iran. L'Irak est une cible des États-Unis en ce moment et des Saoudiens aussi, en raison du soutien de la résistance irakienne à l'Iran dans cette guerre, n'est-ce pas? Donc, un pacte comme celui-là rassemble la Turquie, l'argent saoudien et surtout les effectifs du Pakistan dans tous ces nouveaux et anciens problèmes arabes sensibles, ces problèmes régionaux. Et tout cela sert les intérêts des États-Unis et d'Israël, et tout cela se fait au détriment de l'Iran, de la Russie et de l'Irak. Est-ce que je n'ai pas répondu à votre question? Je ne pense pas que ce soit une nouveauté pour qui que ce soit. Je peux dire en gros que je m'appuie sur Vanessa Billy et sur beaucoup de journalistes arabes basés à Beyrouth qui voient tout cela. En particulier, on peut voir des éditoriaux turcs et des textes de groupes de réflexion sur le nouveau concept régional de la Turquie. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui m'échappe? Permettez-moi de vous poser cette question, parce que cela nous aiderait à mieux comprendre le pacte militaire. Quel serait l'effet immédiat du pacte militaire entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie? Immédiatement, ils vont peut-être en tirer un bénéfice économique compte tenu de ce qui se passe. Parce que si je comprends bien, le Pakistan et la Turquie offrent à l'Arabie saoudite une alternative. Avant, c'était les États-Unis qui soutenaient l'Arabie saoudite, le seul pays présent en Arabie saoudite pour la soutenir, ainsi que sa sécurité, son hostilité envers l'Iran, et tout ce que vous avez évoqué. Oui. Et maintenant, ces deux pays remplacent en quelque sorte les États-Unis, ou bien ils constituent une alternative dont on discute en Arabie saoudite, ou alors ils sont arrivés avec un nouvel accord. Sur le plan financier, ils en tirent un bénéfice. Partons du principe que le Pakistan et la Turquie en bénéficieraient. Mais vous dites deux choses. Vous dites qu'il existe des liens financiers, mais qu'ils ne remplacent pas les États-Unis. L'Arabie saoudite est un pays. Je ne parle pas de remplacer les États-Unis. Je parle de l'Arabie saoudite, qui trouverait une alternative pour sa sécurité dans la région. Alors, comment cette alternative fonctionnerait-elle pour l'Arabie saoudite au fil du temps et avec les guerres? Vous avez mentionné l'Irak et l'Iran. Je ne vois aucune raison pour que la Turquie fasse quoi que ce soit en faveur de l'Arabie saoudite, ou attaque l'Iran, ou fasse quoi que ce soit pour l'Arabie saoudite contre l'Iran, ni pour que le Pakistan fasse la même chose. Donc quand il s'agit pour l'Arabie saoudite de trouver une alternative, qu'est-ce qu'elle veut? Le cas du Yémen est toujours là. Et certains avancent que l'Arabie saoudite voudrait peut-être une forme d'aide du Pakistan, de la Turquie, pas en envoyant des troupes au sol, ni en frappant directement le Yémen, mais en soutenant l'Arabie saoudite, ou en lui fournissant des drones et des armes depuis le Pakistan et la Turquie. Ce serait une autre option pour l'Arabie saoudite. Et voici une partie de la question. L'autre partie, John, concerne ce que nous avons entendu de la part du ministre israélien de l'Agriculture. Il a le même genre de sentiment. Il a dit que le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie constituaient une alliance sunnite très très problématique pour l'État d'Israël. C'est cette dimension-là de son point de vue, il l'a dit hier, du point de vue d'Israël. Alors chacun essaie de voir ce qui s'est passé sous l'angle de ses propres intérêts. Vous parlez du Yémen, mais votre analyse est que ce pacte est dirigé contre l'Irak et l'Iran.
avec la Russie, compte tenu du cas de la Syrie. And Iran together with Russia, considering the case of Syria. So, Well, I don't Alors, see the je ne vois pas où contradiction sont les here. contradictions. First of all, D'abord, vous dites, vous avez employé ce mot, you say qu'il s'agit d'un pacte qui remplace pour l'Arabie saoudite la sécurité assurée par les États-Unis. US security. I don't think it replaces no, I said Je ne pense pas que cela remplace. Non, je parlais d'une alternative à ce que les États-Unis ont proposé à l'Arabie saoudite pendant si longtemps. Il semble que l'Arabie saoudite essaye de trouver cette alternative. Je ne parle pas de remplacer les États-Unis. Nous savons que cela n'arrivera pas. well, That's not going to happen. right. So we could perhaps by your C'est ça. word alternative. Donc peut-être que là où vous dites alternative, moi je parlerais plutôt de sécurité complémentaire. Il y a certains éléments que l'Iran a effectivement détruits. Les systèmes radar THAAD, les systèmes d'alerte précoce, ils ont été détruits, c'est exact. Et donc, il faut décider de l'avenir des bases américaines et de la reconstruction des réseaux de défense aérienne. Dans quelle mesure? Nous savons clairement que la Turquie ne peut pas fournir de remplaçants pour les systèmes de sécurité américains avancés en Arabie saoudite, pas plus que le Pakistan. Le Pakistan a déjà signé son propre pacte avec l'Arabie saoudite en septembre dernier. Les Saoudiens ont fait appel aux Pakistanais et les Pakistanais ont fourni des effectifs, des avions et quelques missiles, n'est-ce pas? Have delivered manpower, aircraft, and some missiles, right? Pursuant to much the same À peu près le même pacte de défense stratégique et le même partenariat. De l'argent contre des effectifs, de l'argent contre un soutien pakistanais à l'intérieur même de l'Arabie saoudite. Cela a déjà été testé pendant la guerre. Ça n'a pas dissuadé et ça n'a combattu aucune des actions menées par l'Iran contre l'Arabie saoudite. Donc je vois ce pacte en particulier comme un investissement qui va au-delà du Pakistan, jusqu'à la Turquie. Ce que l'Arabie saoudite peut désormais faire avec la Turquie vise principalement l'Irak. Tuer la résistance irakienne, alliée à l'Iran et dirigée contre Israël, alliée au Hezbollah, et reprendre la Syrie au régime de Jolani. Cela doit donc être un objectif stratégique saoudien. Et sur cette question, il y a une convergence. La Turquie doit éliminer la menace kurde contre elle, ainsi que les Kurdes turcs en Syrie. Pour l'Arabie saoudite, ce pacte, d'appui militaire et financement, est capable d'y parvenir. is capable of achieving that. Second, Saudi money, Saudi Deuxièmement, l'argent saoudien, le soutien saoudien aux ambitions turques dans le partage de la Syrie, dans l'instauration d'une influence turque étendue le long de la côte méditerranéenne, en remplacement de la position russe à Khmeimim et à Tartus. Nous avons vu tous ces éléments s'ajouter à, disons, au carquois, à la réserve de flèches dont dispose la politique étrangère et la stratégie militaire saoudienne face à l'Irak, à la Syrie et au Liban. Quant à l'Iran, que peut faire la Turquie? Eh bien, pour revenir à notre point de départ, de mon point de vue, et je suis tout à fait prêt à le défendre, cela convient à la stratégie d'alternance arrêt-reprise de Vance, à celle de Rubio, et même à celle de Donald Trump père. Si, au lieu de se concentrer sur des attaques américaines directes contre l'Iran, la guerre en alternance revient à d'autres vulnérabilités iraniennes. On revient à la possibilité dite kurde, ou à l'utilisation de troupes par procuration pour attaquer et constituer une menace militaire aux frontières occidentales de l'Iran. On peut envisager des possibilités similaires en utilisant le Pakistan comme plateforme pour menacer l'Iran à ses frontières orientales. Ce sont des possibilités qui se présentent aujourd'hui et qui ont reçu, pardonnez-moi l'expression, un emballage décoratif d'accord de paix de la Mecque. Mais, au fond, il s'agit d'un retour à la guerre clandestine contre l'Iran. Guerre secrète, guerre par procuration, guerre aux frontières, guerre terrestre. Des bottes sur le terrain, mais pas des bottes américaines, me semble-t-il. Il suffit d'un agent de la CIA doté d'une véritable imagination pour trouver toutes les façons d'exploiter les possibilités de guerre clandestine. Elle coûte moins cher, reste plus secrète,
font moins de victimes et suscitent moins de publicité susceptible de retomber sur les campagnes présidentielles et de poser problème auprès des électeurs. Tout cela a désormais un nouvel habillage. Je suis d'accord avec vous. Je dirais que c'est un nouvel habillage pour une stratégie américaine qui doit trouver de nouveaux moyens, de nouvelles alternatives, parce que l'Iran en a détruit certaines, mais pas toutes. Donc la guerre continue. C'est tout ce que je dis. La guerre continue. L'Iran n'a pas gagné la guerre. Les États-Unis n'ont pas perdu la guerre. Les Shehats sont gravement affaiblis, mais c'est là, de leur point de vue, une issue efficace et rentable. Et en ralliant la Turquie, par opposition à un pays en faillite comme l'Égypte, ils en ont beaucoup plus pour leur argent. Juste avant de conclure, John, l'autre point important, c'est le suivant. Concrètement, que ferait ce pacte militaire pour l'Arabie saoudite? Vous avez évoqué des forces pakistanaises présentes en Arabie saoudite, ainsi que des armes sur place. Personne ne va envahir l'Arabie saoudite. C'est bien là le problème. Enfin, En fin de compte, l'Arabie saoudite a envahi le Yémen et elle envoie ses commandants au Yémen pour combattre les Yéménites. Personne ne va envahir qui que ce soit. Si le Yémen tente quelque chose, ils vont bombarder l'Arabie saoudite. Ils vont envoyer des drones en Arabie saoudite. C'est pourquoi au final, je ne vois rien de concret qui puisse en sortir pour l'Arabie saoudite. Parce que je ne vois pas le Pakistan combattre le Yémen. Ils avaient déjà ce pacte militaire ou pacte de défense, avant le nouveau qui arrive, celui dont je parle, le nouveau entre les trois pays, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. La Turquie n'en faisait pas partie avant, mais ils l'avaient déjà. Rien de concret n'en est sorti. C'est pour ça que je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Il semble que, d'après ce que je comprends, peut-être l'Arabie saoudite, comme vous l'avez mentionné, nous savons que l'Arabie saoudite considère vraiment que ses pires ennemis dans la région sont l'Iran, l'Irak et le Yémen, tous ensemble. Ce sont les premiers ennemis de l'Arabie saoudite. Mais le fait est qu'aucun de ces deux pays ne va s'en prendre à l'axe de la résistance, du moins, parce que nous connaissons la position du gouvernement turc vis-à-vis du Liban. Il est impossible que le gouvernement turc s'en prenne au Hezbollah, par exemple, ou combatte directement le Hezbollah. C'est impossible pour les Turcs de faire ça. Et le Pakistan, c'est pareil. je ne comprends pas ce que vous dites. La Turquie continue de fournir du pétrole à Israël. La Turquie continue de fournir du pétrole. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils en gagnent déjà. Ils envoient le pétrole à Derjanai, en Israël, et ils gagnent de l'argent avec ça. Je le comprends parfaitement. Mais quand il s'agit d'aller sur le terrain et de combattre directement le Hezbollah, le gouvernement turc, d'après ce que je comprends de la Turquie, ne fera pas ça. Eh bien, je ne suis pas en désaccord avec vous. La menace que représente la Syrie pour le Hezbollah prend la forme de la coalition de Gélani. Ce sont des forces composées, entre autres, de Tchétchènes, d'Ouïghours et de diverses forces djihadistes du type de celles que la Turquie a contribué à rassembler à Idlib avant le début de l'invasion de novembre-décembre 2024. Je ne sais pas si nous ne sommes pas en train de diverger ici. Et nous nous éloignons de plus en plus de là où je me situe, à savoir la Russie, sujet auquel je préférerais revenir, si cela ne vous dérange pas. D'abord, je n'aime pas m'exposer à des inexactitudes. Ensuite, mon cul est solidement posé en Russie, et j'essaie de dire un certain nombre de choses sur la poursuite de la guerre. Là, nous parlons à contresens.
Je ne vais pas essayer de prédire ce que les Saoudiens et les Turcs sont désormais capables de faire, si ce n'est que très clairement, ils ont enterré les os de Khashoggi. Cette crise particulière dans leur relation est plus que terminée. Deuxièmement, nous ne savons pas encore où les Turcs prévoient d'envoyer leur S-400, n'est-ce pas? Nous en avons parlé la dernière fois. Le transfert annoncé de systèmes de défense aérienne S-400 de fabrication russe, un système nettement meilleur que le Patriot américain, nous ne savons pas encore si sa destination est l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou le Qatar. Or, jusqu'à présent, le Qatar s'est explicitement prononcé en faveur du nouvel accord. Notre Premier ministre l'a dit hier et je remercie mes collègues de me l'avoir signalé. Il est possible que dans le cadre de ce pacte, le transfert des S-400 soit présenté comme relevant de l'autodéfense et d'objectifs pacifiques. S'ils étaient envoyés à l'Arabie saoudite dans le cadre de ce pacte, cela pourrait servir à étayer l'argument turc afin d'obtenir l'accord de la Russie, selon lequel il ne s'agit de rien d'autre que d'autodéfense dans le cadre de ce pacte. Maintenant, disons-le très clairement, et j'insiste parce que je l'ai déjà dit, et je ne le vois pas dans la presse iranienne, ni dans les podcasts américains pro-russes, ni dans la presse russe. Le pacte Iran-Russie, signé par les présidents Pezeshkian et Poutine en janvier 2025, n'autorise pas, il interdit, le transfert par la Turquie de S-400, sans l'accord de la Russie, à un État engagé dans une agression, dans une attaque contre l'Iran ou la Russie. Donc, dans la mesure où l'Arabie saoudite, ou les Émirats, ou le Qatar, mais là nous parlons de l'Arabie saoudite, ne peuvent pas recevoir les S-400 de la Turquie dans le cadre de ce pacte sans violer le pacte russo-perse ou russo-iranien. Nous sommes d'accord là-dessus? Mais si ce pacte offre un joli mécanisme d'emballage pour la paix, un habillage religieux particulier pour ce pacte, si c'est l'habillage que les Turcs et l'Arabie saoudite veulent pour le transfert des S-400, est-ce que cela va convaincre le président Poutine d'autoriser quelque chose qui violerait son accord avec le président Pezeshkian? Je l'espère pas, mais je peux très bien imaginer que ce soit le jeu. N'est-ce pas? Je pense que le fait de ne pas recevoir ces batteries ou les systèmes de défense aérienne S-400 dépend de la continuité de l'approvisionnement de ces systèmes de défense aérienne. C'est bien plus important que de disposer de ces défenses aériennes elles-mêmes. C'est l'autre question. Quiconque veut acheter ces défenses aériennes doit garder cela à l'esprit. La Russie doit leur fournir les intercepteurs, les missiles, la maintenance, tout. Et c'est une question complexe. Nous ne savons pas qui va obtenir ces systèmes de défense aérienne. C'est pour ça que nous nous y attendons. Vous dites que l'Iran s'oppose au transfert depuis la Turquie vers l'un de ces trois États. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de la part d'Iraniens qui s'y opposent. Eh bien, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ils n'ont pas évoqué ça. Ils n'ont fait aucun commentaire là-dessus. Mais pourquoi l'Iran ne devrait-il pas s'opposer au transfert d'un nouveau système de défense aérienne? Parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Ce ne sont que des spéculations en Occident, et il ne se passe rien. Cela fait plus d'un mois qu'on parle des systèmes de défense aérienne en Turquie, et on ne sait pas si la Turquie va recevoir des F-35. On ne le sait pas. Pour le moment, il ne se passe rien. C'est pour ça que je ne vois pas qu'il se passe quelque chose de sérieux entre l'Iran et la Russie. On n'en sait rien, parce que personne ne fait de commentaires à ce sujet. Attendez, les podcasteurs ne perdraient-ils pas leur voix si nous nous contentions de nous concentrer sur des choses qui se sont déjà produites? Ne discutons-nous pas de ce qui est potentiellement sur le point de se produire? Je suis surpris.
I'm surprised. No, that- you're Vous me demandez quelle est la position iranienne. J'ai dit que je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux en parler. talking about this. But, well, and then my question to you is, why not? Is it or is it? Ma question est la Just suivante. put it this way. Pourquoi pas? Is it or is it Disons-le not simplement. such a Un tel change transfert serait-il, ou non, s'il avait lieu, une violation du pacte entre l'Iran et la Russie? Ai-je tort de suggérer que s'il avait lieu, ce serait le cas? Et pourquoi est-ce à moi, assis ici où je suis, de le dire, alors que vous affirmez aucun responsable iranien, aucun groupe de réflexion, aucun professeur ne s'exprime au nom d'un consensus d'experts? Pourquoi personne ne l'a dit? Consensus of expert views. Why has nobody said so? Well, I Because tell nothing you is why. happening. Parce que rien ne se passe. Je pars du principe que rien ne se passe. Il ne s'agit que de spéculations sur qui va les recevoir, sur ce qui en résulterait et sur l'importance que cela aurait. Je demande, littéralement, j'essaie de trouver, vous savez, n'importe quel avis, ce qu'ils en pensent. Je n'ai rien entendu du côté iranien, ni du côté russe, parce que personne n'en parle. Je ne sais pas si vous avez entendu les Russes dire s'ils vont les envoyer aux Émirats arabes unis ou à l'Arabie saoudite. Quel est le sentiment? Quelle est la compréhension en Russie? Rien pour l'instant. Well, Nothing so far. Well, the expert sentiment's a bit different. Eh bien, le sentiment des experts est un peu différent. En ce moment, c'est plutôt calme. Le problème du côté russe, c'est que la Russie a une dépendance particulièrement sensible à l'égard de la Turquie. Elle dépend de la Turquie, seul membre de l'OTAN situé à l'entrée de la mer Noire. Elle dépend de la Turquie pour faciliter toutes sortes de contournements des sanctions. Le président Poutine compte sur le président Erdogan pour garder la mer Noire ouverte aux cargaisons russes et pour se joindre aux efforts russes visant à empêcher les attaques ukrainiennes, soutenues par les États-Unis, contre l'approvisionnement en gaz de la Turquie, ainsi que les attaques ukrainiennes, soutenues par les États-Unis, contre l'approvisionnement en charbon de la Turquie. Ukrainian attacks on coal supply to Turkey. There's a great deal of Russian dependency on Il existe une forte dépendance russe à l'égard de la Turquie, pour l'économie russe, pour les débouchés maritimes russes via la mer Noire. Et cela empêche toute discussion ouverte sur le scepticisme selon lequel le président Poutine aurait été trop conciliant envers le président Erdogan dans toutes les négociations liées à la Syrie, par exemple. Le silence russe sur ce transfert de S-400 est donc évoqué, tout comme les F-35. Il est également question du fait que tout rapprochement supplémentaire de la partie turque avec l'administration Trump représente bel et bien une menace pour le partenariat russo-turc. Tout cela est présent. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une discussion sur des menaces potentielles. all of that's there. Yes, I agree with you. It's a discussion of potential, but that's what think tankers and podcasters and Mais experts c'est ce que font les membres des think tanks, les podcasteurs, les experts, les analystes et les retraités. Et beaucoup d'entre eux, nous y compris, ainsi que nos collègues qui interviennent dans votre podcast, parlent avec des responsables encore en activité. Nous sommes retraités, nous ne sommes plus dans le jeu. Mais nous cherchons à comprendre comment une possibilité devient un plan et comment le risque est évalué. C'est ce que nous faisons ici. Et je dirais que ce qui manque, c'est une condamnation explicite du côté russe ou iranien de cet accord potentiel, comme vous le dites, par rapport au pacte. Cela dit, ce que je dis, c'est que ce pacte saoudo-turco-pakistanais, et en particulier sa partie saoudo-turque, permettrait qu'un transfert de ce type soit approuvé par la partie russe. Vous avez tout à fait raison. To be approved by the Russian kind. You're quite right. Would the Russian approval of a transfer mean that L'approbation russe d'un transfert signifierait-elle que la Russie continuerait aussi d'assurer la maintenance des batteries, de fournir les batteries, les missiles et de dispenser la formation nécessaire? Est-ce que tout cela se ferait? Vous avez tout à fait raison. Cela irait de pair avec l'approbation. Il y a donc tout un processus qui découle du début de cette démarche. Et vous avez raison, le processus n'a pas encore commencé. Vous avez raison sur ce point aussi. Nous sommes d'accord. Mais nous avons un problème potentiel.
Comment le président Poutine, en particulier, peut-il maintenir la confiance de ses alliés lorsqu'il prend certaines décisions qu'il a prises personnellement, pas celles de l'état-major général? L'état-major général a entretenu des relations particulières et privilégiées avec l'Iran, la Corée du Nord et la Chine. Et elle diffère de la manière dont le président Poutine lui-même présente sa stratégie pour le Moyen-Orient, sa stratégie pour l'Europe. Elles sont différentes, et nous n'avons presque plus le temps d'expliquer l'ampleur de ces différences. Ce sera pour une autre fois. Mais pour revenir à notre point de départ, nous devons être surpris parce que cette situation stratégique, opérationnelle et tactique sur les champs de bataille peut donner. Si vous êtes un responsable politique et que vous comptez les voix pour des élections qui n'ont lieu que dans quelques semaines, que vous soyez américain ou russe. Et les surprises dans les sondages ont tendance à produire des surprises politiques de la part des dirigeants. Et celles-ci peuvent à leur tour se transformer en choses que vos alliés comme vos ennemis n'apprécient pas. Oui, encore une fois, ces questions restent ouvertes, comme vous l'avez dit. Elles sont tellement complexes. Je pense que nous avons notre compréhension des choses, mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Et nous spéculons sur beaucoup de sujets. Mais c'est très utile d'en parler. Je pense qu'il est très important que notre public entende toutes ces dimensions, les différents aspects qui entourent ces questions. Merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Je vous remercie aussi, Nima. La surprise, c'est quelque chose dont nous devons continuer à parler pour ne pas être autant surpris et ne pas commettre d'erreurs, de grosses erreurs. Alors merci. À bientôt. See you soon.